Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Rattel, que je considère comme la référence francophone quand on parle de développement de l'enfant en lien avec la pratique sportive. Donc déjà, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Comment vas-tu, Sébastien? Bah, très bien, merci, merci Kevin de ton invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec les auditeurs et puis avec toi. Ah bah, tout le plaisir est pour moi. Alors pour ceux qui te connaissent pas, tu as passé un parcours académique en STAPS, Mhm. licence, master, puis thèse, postdoctorat. Tu as aussi passé le Bézanne, Oui. ce qui fait de nous un point commun, puisque tu es aussi maître nageur, ce qui Mhm. m'a permis de participer à l'une de tes conférences l'année dernière. D'ailleurs, je remercie le comité départemental pour cette occasion. Et lors de cette conférence, tu as abordé plein de sujets super intéressants et je me suis dit non mais ça doit parvenir au grand public. Donc il faut en parler. Ce sont des connaissances qui sont super importantes, que ce soit pour les professionnels du sport ou même pour les parents qui s'intéressent un minimum au développement et à la santé physique de leurs enfants. Partage de connaissances que tu fais déjà aussi au travers de l'écriture d'ouvrages comme celui-ci que je recommande, La préparation physique du jeune sportif. Un petit bijou pour ceux qui s'intéressent vraiment au développement moteur de leurs enfants. Alors j'ai préparé pas mal de petites questions. Est-ce que tu souhaites aborder un sujet en particulier en priorité ou est-ce qu'on déroule le fil des questions? Non, non, je suis à ton écoute et puis je me laisse guider par tes questions, hein. Ça sera au feeling, hein. Il y a pas de problème. Ça marche. Alors je sais que tu fais une distinction entre croissance et maturation. Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Alors, ce sont deux phénomènes qui constituent le développement, qui constituent le développement de l'enfant. C'est-à-dire que quand on parle de développement, on y inclut la croissance et la maturation. Et la croissance, c'est tout simplement un phénomène ou un processus qui est dynamique dans le temps, puisqu'il caractérise la progression quantitative, on va dire dimensionnelle, hein, des organes, des tissus. Autrement dit, ça se traduit par l'augmentation de la taille, de la masse, en tout cas des circonférences, des diamètres, hein, c'est purement quantitatif. Alors que la maturation, c'est plutôt un processus, un phénomène qui est qualitatif et qui va représenter euh, la progression dans le fonctionnement des tissus, des organes, des systèmes biologiques, hein, jusqu'à atteindre eh bien, l'état final qui va correspondre au niveau de maturité de l'adulte, hein. Mais on est purement sur un phénomène qualitatif et qui, encore une fois, traduit vraiment le fonctionnement des tissus, des organes et des systèmes biologiques. Ah, Oui, tu j'ai m'entends? j'ai la connexion qui a sauté. J'ai pas entendu juste ta dernière phrase. Tu disais Ah, sur l'aspect ouais, maturation. ouais, un phénomène qualitatif, hein, qui vraiment représente le fonctionnement des tissus, des organes et des systèmes biologiques. Et parmi ces systèmes biologiques, eh ben, tu as le système nerveux central, le système hormonal. Voilà, donc tout simplement, hein, pour vraiment bien comprendre ces deux phénomènes, hein, il y en a un qui est purement quantitatif, dimensionnel, qui est la croissance, et l'autre qui est plus qualitatif et qui va représenter le fonctionnement finalement des organes, des tissus et des systèmes biologiques. D'accord. Et est-ce qu'on a un moyen de mesurer ou de quantifier le niveau de maturation chez un jeune athlète? Alors, il y en a plusieurs, hein. Maintenant, tout dépend où on se situe, c'est-à-dire on peut parler de maturation, on va dire sexuelle, mais là, on se réfère voilà, au développement des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire la pilosité pubienne, axiale, le développement des gonades, hein, alors par exemple les testicules chez les garçons, mais là c'est purement, voilà, c'est purement sexuel et c'est une maturation qui est plutôt évaluée dans un cadre clinique, hein, un cadre pédiatrique, hein, lorsqu'on fait les études.
notamment dans un milieu clinique ou hospitalier. Voilà, on évalue la maturation sexuelle à partir des stades de Tanner. D'accord. Bon, dans le milieu sportif, c'est pas ce qu'on utilise parce qu'on est loin de tout ça. Après, il y a la maturation plutôt osseuse, hein, à partir de la radiographie du poignet, on peut évaluer le niveau d'ossification hein, à partir voilà, d'un atlas hein, qui représente des normes Mhm. en fonction de l'âge, hein, en fonction du sexe. Là aussi, c'est une radiographie du poignet, ça demande d'aller en milieu hospitalier, dans un service de radiologie, donc c'est pas, on est loin de tout ça aussi dans le milieu sportif. Et puis il y a plutôt une maturation somatique hein, qui est basée sur la maturation on va dire, du corps. Et là, on peut évaluer cette maturation somatique à partir du développement des différentes proportions du corps, entre le tronc, entre les membres inférieurs, les membres supérieurs. Mais généralement, ce que l'on fait, on prend une mesure de taille debout, une mesure de taille assise, on fait la D'accord. différence, et à partir de cette différence, on est capable d'évaluer la hauteur du tronc, on est capable d'évaluer la longueur des membres inférieurs, et à partir de ces deux paramètres, hein, hauteur du tronc et longueur des membres inférieurs, eh bien, on peut essayer de repérer un petit peu l'âge qui va correspondre au pic de croissance rapide de la taille, qu'on appelle le PVC, et en fonction de ce PVC, de ce pic de croissance rapide de la taille, on peut situer l'enfant comme étant soit prépubère, c'est-à-dire avant ce pic de croissance, pubère, c'est-à-dire autour de ce pic de croissance, ou post-pubère, une fois que vraiment l'enfant a véritablement passé son pic. Voilà, donc D'accord. on se sert finalement de l'évolution des proportions du corps pour classer les enfants en tant que prépubères, pubères ou post-pubères. Et ça, ce sont des mesures anthropométriques qui sont simples, hein, taille debout, taille assise, une mesure de poids, et à partir de ces trois mesures, on peut facilement voilà, estimer l'âge de ce pic et situer l'enfant comme étant prépubère, pubère ou post-pubère. Ok. Alors, une question un petit peu bateau, mais du coup, à partir de quel âge sommes-nous adultes? Alors ça, c'est une question qui est très très compliquée. Tout comme différencier l'enfant de l'adolescent, l'adolescent de l'adulte, c'est quelque chose d'assez complexe. Alors, peut-être avant de répondre à ta question, c'est comment peut-on différencier l'enfant de l'adolescent? Alors, Hmm. euh, on peut justement se baser sur ce pic de croissance rapide de la taille, hein. On peut définir l'enfant comme un être qui est encore immature, qui n'a pas encore développé ses caractères sexuels secondaires, de pilosité, de développement des gonades, euh, et qui n'a pas encore atteint son pic de croissance rapide de la taille. Voilà. Là, l'enfant, lui, il est encore immature, il n'a pas encore dépassé son pic. L'adolescent, lui, il l'a passé son pic, hein. Il est en train de développer tous ses caractères sexuels secondaires. Et le passage ado-adulte, alors c'est là où est la barrière. Est-ce qu'il y a une véritable barrière? C'est une transition qui est plutôt progressive. Euh, mais on peut définir l'adulte comme un être qui a fini finalement de développer ses caractères sexuels secondaires et qui par définition, voilà, a dépassé finalement les 18 ans, quoi. Voilà, mais c'est compliqué cette transition ado-adulte, hein. D'accord. Oui, là, on parle vraiment sur un plan physiologique, hein, parce que psychologiquement, il y en a qui, même à 30 ans, sont encore de grands enfants. Complètement, oui. Là, c'est vraiment purement ouais, physiologique, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant d'âge, est-ce qu'il y a différents âges à tenir en compte, dont il faut tenir compte, pardon. Alors, pareil, oui, c'est une très bonne question parce que aujourd'hui, on classe dans le milieu sportif les enfants par catégorie d'âge et on Hmm. se base sur finalement l'année de naissance, hein. Et dans la plupart finalement des fédérations internationales, nationales, hein, on a des catégories de 2 ans. Euh, mais on peut pas finalement, on peut pas
considérer uniquement cet âge chronologique, parce que au même âge chronologique, on peut avoir des enfants qui ont un âge biologique qui diffère euh, de 4, 5 ans, voire éventuellement plus. Donc il faut prendre en compte, au-delà de cet âge chronologique, hein, l'année de naissance, il faut essayer justement d'estimer cet âge du pic de croissance rapide de la taille. Donc pour ça, il faut considérer, entre guillemets, cet âge biologique dans D'accord. l'accompagnement des jeunes. Et puis, il faut aussi considérer un autre âge qui est l'âge relatif, c'est-à-dire la date de naissance sur la même année civile. Euh, Dans une même année, il y a des jeunes qui sont nés plutôt en début d'année, d'autres qui sont nés en fin d'année. Donc, on peut avoir une année d'écart, voilà, entre deux enfants de la même année, entre celui qui est né le 1er janvier et celui qui est né le 31 décembre. Donc ça, c'est l'âge relatif, hein. On dit que un enfant a un âge relatif élevé lorsqu'il est né plutôt en début d'année, et on dit qu'un enfant a un âge relatif plutôt bas lorsqu'il est né, il est né en fin d'année. Et un an d'écart, ça pèse beaucoup sur les performances à la fois physiques, hein, à la fois aussi cognitives, hein, notamment avant l'âge de 9-10 ans. Quand on est avant 9-10 ans, un an d'écart, ben, ça pèse beaucoup et C'est ça énorme. pèse, et c'est énorme, et ça pèse d'autant plus que l'enfant est jeune en fait, hein. À l'âge de 2 ans, un an c'est beaucoup, à l'âge de 3 ans ça l'est encore. Bon, l'effet de l'âge relatif diminue au fur et à mesure que l'enfant grandit, mais il pèse beaucoup jusqu'à 9-10 ans. Et puis il y a un autre âge, c'est l'âge d'entraînement, c'est-à-dire que l'âge d'entraînement, il va constituer tout le volume d'entraînement que le jeune a pu faire euh, jusqu'au moment où on l'évalue, hein. Donc il y a le volume d'entraînement, il y a le nombre d'années d'entraînement, hein, et ça pèse aussi beaucoup sur les performances, en tout cas les différences de performance entre les enfants. Donc au-delà de cet âge chronologique euh, sur lequel on se base aujourd'hui uniquement, il faut avoir cet âge biologique, prendre en compte l'âge du pic de croissance rapide de la taille, l'âge relatif et l'âge d'entraînement. Ok. Ah, super intéressant. Donc chronologique vraiment lié à l'âge sur la carte d'identité, on va dire, par rapport à la date de naissance. Biologique en lien avec le pic de vélocité de croissance. Relatif, ben, si on est né en début d'année, on est forcément avantagé par rapport à celui qui est né en fin d'année, en fin de compte. Et d'entraînement, parce que bien sûr, celui qui s'entraîne depuis 10 ans avec de gros volumes d'entraînement a forcément plus de potentiel que celui qui débute. Tout à fait, Ça, tout ça à pose fait. de bonnes bases. D'ailleurs, est-ce qu'on a un moyen de prédire chez un enfant quand est-ce que va arriver ou est en train d'arriver le pic de vélocité de croissance? Alors, on peut le prédire euh, de façon plus ou moins précise avec une précision qui va être de plus ou moins 6 mois pour les plus optimistes, plus ou moins un an pour les moins optimistes, mais à condition d'être sur des tranches d'âge bien, bien précises. C'est-à-dire que lorsqu'on est garçon, Mhm. l'idéal c'est de faire une estimation entre l'âge de 12 et 16 ans. Et lorsqu'on est une fille, l'idéal c'est de faire une estimation entre l'âge de 9 et 13 ans. Et pour ça, il y a des équations de prédiction. Les plus connues sont les équations de Meerwald, qui datent de 2002 et qui sont basées sur la mesure de la taille debout, la mesure de la taille assise et la mesure du poids. Et lorsqu'on est capable d'évaluer ces trois paramètres anthropométriques, hein, taille debout, taille assise et poids, on rentre ça dans un tableur, dans un logiciel, hein, que je pourrais t'envoyer, Kevin, s'il y a des Avec auditeurs qui sont, plaisir. qui sont intéressés. Il suffit de cliquer le sexe, hein, garçon ou fille, la date de l'évaluation de ces mesures, donc on va dire date du test, euh, les mesures, donc taille debout, taille assise et poids, et ensuite on a une estimation de l'âge de ce pic de croissance rapide de la taille, et on peut situer l'enfant par rapport à ce pic. Alors si on a une valeur négative, c'est que l'enfant n'a pas encore atteint son pic rapide de croissance, c'est-à-dire que si on a une valeur de -3 par exemple, c'est-à-dire que le jeune il est à 3 ans de son pic. Si D'accord. on a une valeur positive, c'est-à-dire
plus 3, par exemple, c'est que le jeune a passé son pic. Maintenant, il y a 3 ans. Donc, et lorsqu'on est autour de 0, ben, voilà, ça veut dire que le jeune, il est autour de son pic. Voilà. Ça, c'est une première approche. Seulement, on estime l'âge du pic. Et on estime absolument pas l'amplitude du pic. Hmm. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le milieu sportif, bon nombre de clubs, d'entraîneurs ou de fédérations utilisent cette prédiction de l'âge du pic. On parle de timing, mais personne n'évalue l'amplitude du pic, c'est-à-dire le tempo, c'est-à-dire le nombre de centimètres par an que le jeune va prendre en un temps court. Ce qui est des Donc, fois énorme. ce qui Ça, est je des fois, vois ce qui est des fois avec énorme quelques nageurs. et qui a autant d'impact que le timing, c'est-à-dire de l'âge du pic. Et vous avez des jeunes en moyenne qui vont prendre voilà, 7 centimètres par an en peu de temps. Ça, c'est la norme. Mais on peut avoir des jeunes qui prennent 13 centimètres par an voilà, en peu de temps. Donc là, c'est pas la même chose. Et pour avoir cette amplitude, ce tempo, ben, l'idéal, finalement, c'est de faire des mesures régulières dans le temps. Euh, et c'est à chaque entraîneur, à chaque coach, finalement, de faire des mesures régulières. Alors, ça peut être une tous les 3 mois. Et avec ces mesures de taille, hein, de taille debout, de taille assise et de poids, on va dire plutôt de taille dans un premier temps, eh bien, l'entraîneur, il peut reconstituer les courbes individuelles de vitesse de croissance de la taille avec 4 points par an. Alors, si je prends un exemple, hein, si vous prenez une mesure le 1er janvier de taille et une mesure le 1er avril, ben, 3 mois se sont écoulés, et si le jeune il a pris 3 centimètres en 3 mois, on convertit tout ça par an, hein, fois 4, eh bien on est sur une vitesse de 12 centimètres an. Et 12 centimètres an, Une voilà, tête. voilà, c'est exactement, c'est une tête et c'est beaucoup. Et là, c'est la seule manière, voilà, de pouvoir évaluer ce tempo, cette amplitude du pic. Voilà. Ok. Et en plus, en faisant des mesures régulières, comme ça, on va dire une fois tous les 3 mois, voilà, on peut reconstituer les courbes individuelles et avoir le profil voilà, de courbe de chaque enfant. Et, et les entraîneurs verront très vite que les jeunes ont des courbes qui sont absolument différentes les unes des autres entre tous les jeunes qu'ils entraînent. Donc, pour résumer, il y a le timing, l'âge du pic, il y a le tempo, l'amplitude du pic, et ensuite il y a le profil des courbes. Et ce profil-là, en fait, est complètement différent, puisqu'on peut avoir des jeunes qui vont grandir, en tout cas qui vont avoir une courbe qui va monter très vite, comme une courbe qui peut monter plus lentement, et la même chose au niveau de la descente, une descente qui va être plus rapide ou une descente qui va être plus lente. Ok. Ouais, d'ailleurs, j'ai cette impression sur les jeunes là pendant le pic de vélocité de croissance euh, qui se déforme un petit peu. J'ai l'impression qu'à 9-10 ans, ils ont quasiment des proportions d'adultes. Puis il y a une période où ils ont des longs pieds, des longues mains, le nez qui va pousser par rapport à la mâchoire. Est-ce qu'on grandit de manière uniforme ou est-ce qu'il y a quand même un ordre hiérarchique dans la croissance? Alors, il y a un ordre qui est plus ou moins établi. Cette norme, bon, déjà, quand on regarde un nouveau-né, au départ, et c'est sa tête hein, qui va prendre, en tout cas, la tête va grossir par rapport au reste du corps, tout simplement pour laisser la place, suffisamment de place à l'encéphale, au cerveau, hein. Il y a un gros développement du cerveau dans un premier temps, donc c'est la commande, hein, la commande cérébrale. Mais après, on se rend compte que les jeunes, ils vont grandir tout d'abord par les pieds, ensuite ils vont grandir par les membres inférieurs, et ensuite ils vont finir de grandir par le tronc. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une mesure de taille debout et de taille assise, qu'on fait la différence, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir la longueur du tronc, on peut avoir la longueur des membres inférieurs, et lorsqu'on regarde les vitesses de croissance des membres inférieurs et du tronc, ben, le pic de vitesse de croissance rapide des membres inférieurs, ben, il arrive dans un premier temps, il arrive un petit peu avant celui du pic de la taille, et D'accord. ensuite le pic de croissance rapide du tronc, il arrive dans un deuxième temps, c'est-à-dire après le pic de croissance rapide de la taille. Donc en fait, pour répondre à ta question, en gros, les jeunes grandissent par les pieds, par les membres inférieurs, et ensuite par le tronc. Et quand on est parent, voilà, on change d'abord les chaussures, ensuite on change les pantalons et on finit par changer ben, le,
le haut du corps, quoi, en tout cas les vêtements du haut, quoi. Ouais. Et, et mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un suivi longitudinal, eh bien, l'envergure est toujours proportionnelle en moyenne à la taille. C'est-à-dire que le jeune, si on fait une mesure régulière de l'envergure et de sa taille, on s'aperçoit très vite que, en fait, il y a une proportion qui est respectée. En gros, D'accord. euh, quand on regarde, on connaît tous l'homme de Vitruve, hein, c'est-à-dire l'homme de Léonard de Vinci, euh, l'homme qui a les bras écartés dans un cercle, hein, avec les jambes écartées. Eh bien, quelque part, le jeune, en fait, quand il grandit, il a ses proportions voilà, qui sont respectées entre l'envergure et la taille. Mais ça, c'est en moyenne, parce qu'après, on peut avoir notamment chez les nageurs, hein, des envergures qui sont 7 à 8 cm plus grandes que la taille. Donc, ça leur donne un avantage en termes voilà, de Et propulsion à chaque cycle. Chaque cycle. parfois même en l'espace de peu de temps. Enfin, je le remarque principalement chez les garçons par rapport aux filles, mais il y en a des fois sur un laps de temps d'un été, ils ont pris quasiment une tête, et surtout, ils deviennent pas tout maigres, mais très longilignes, très fins en l'espace de peu de temps. Et c'est pas péjoratif, mais ils ont une petite tendance à avoir un physique un peu de menthe religieuse, des longs membres, un buste très fin, alors qu'ils n'avaient pas du tout ce physique quelques mois auparavant. Et ce physique, ils le gardent pendant quand même pas mal de temps. Mhm. J'ai l'impression il y a un petit temps de retard aussi sur le développement de leur masse musculaire par rapport à leur taille. Est-ce que tu as des données un petit peu là-dessus? Alors tout à fait, c'est-à-dire que alors c'est typiquement ce que l'on observe chez les garçons. C'est-à-dire que les garçons, ils ont leur PVC, leur pic de croissance rapide de taille à 14 ans, hein, mais Ouais. ils ont un pic de croissance rapide de leur masse, de leur poids, on va dire, plutôt vers les 15 ans et demi, 16 ans. C'est-à-dire qu'on a une différence de à peu près, on va dire 2 ans. 2 ans entre le pic de taille et le pic de masse. Et donc, on a souvent des garçons qui grandissent, qui s'allongent très vite pour ceux qui ont une amplitude, un tempo relativement élevé, hein, 10-12 cm an, mais ils vont s'épaissir, ils vont prendre de la masse musculaire 2 ans après. Et ça, c'est important ce que tu évoques là, parce qu'on a une période, on va dire de 2 ans à peu près en moyenne, 2 ans durant lesquels, entre 14 et 16 ans, cette période-là, elle est critique pour un garçon, parce que si on est trop gourmand en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire on augmente trop rapidement la charge de travail, si on est sur une vitesse de montée en charge trop rapide, hein, en termes d'intensité, de volume, de nombre de séances par semaine d'entraînement, il suffit d'augmenter le nombre de compétitions, pas respecter la récupération. C'est tout ça, hein, si on ne respecte pas euh, la progression de la charge, on a une vitesse de montée en charge qui est trop rapide, entre 14 et 16 ans, on peut blesser plus facilement un garçon. Parce que le rachis, la colonne vertébrale n'est absolument pas protégée, donc il faut faire du core training, hein, du gainage corporel, hein, de manière à pouvoir voilà, protéger la colonne vertébrale et puis éviter toutes les déformations du dos, hein, quand on parle de scoliose, de lordose, etc. chez les jeunes, hein, il y a souvent des garçons quand ils grandissent très vite, s'ils sont pas protégés, si la colonne n'est pas bien tenue, voilà, ça peut conduire à des problèmes de dos. Quelles sont les pathologies qu'on encourt dans ce pic de vélocité de croissance et entre ce pic et ce pic de masse musculaire? Il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a les problèmes de dos, Scoliose. et puis il y a souvent, tout à l'heure, je te parlais d'un pic de croissance rapide des membres inférieurs, voilà, qui arrive Ouais. dans un premier temps, suivi d'un pic de croissance rapide du tronc. Euh, donc, si on a des tempos qui sont relativement élevés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les segments osseux, notamment au niveau des membres infins, tout ce qui est fémur, tibia, péroné, il y a une croissance en longueur de l'os qui va se faire très très vite. Mm. Mais à ce moment-là, il va y avoir une mise en tension de tous les systèmes musculo-tendineux. Et en fait, eh bien, ces tensions vont probablement euh, augmenter les tensions au niveau des points
des points d'insertion des tendons au niveau des os. D'accord. L'os, hein, c'est encore du cartilage, hein, c'est un os qui n'est pas encore solidifié, c'est un os qui peut se fissurer, se fracturer plus facilement. Hein, c'est comme du plâtre, hein, quand on tire trop fortement sur du plâtre, eh ben, ça s'effrite, ça casse. Eh ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire lorsqu'on a une croissance très rapide en longueur des os, voilà, on a une mise en tension des systèmes musculo-tendineux et donc les tendons exercent beaucoup plus de traction au niveau de leur point de fixation. Et donc, ça aboutit à des pathologies de croissance que l'on connaît. Osgood-Schlatter est la plus connue hein, au niveau de la Je, tubérosité. Au niveau de la je connais pas tubérosité. du tout. Alors, ben, c'est au niveau de la tubérosité tibiale, c'est D'accord. en haut du tibia, sous le genou, sur le haut et l'avant du tibia. C'est là où s'insère le tendon rotulien. D'accord. Et donc, lorsque le tendon rotulien exerce trop de traction, eh ben voilà, au niveau de la tubérosité tibiale, on peut avoir Des euh, fractures de fatigue ou des- de tension. ouais, un arrachement, Ah, voilà, carrément. un arrachement osseux ou un début de fissure osseuse. Et donc, D'accord. c'est ce qu'on appelle des ostéochondroses. Donc voilà, il y a la, il y a Osgood-Schlatter, donc au niveau de cette tubérosité tibiale. Il y a Sever au niveau du calcanéum, hein, l'os du talon. Le tendon d'Achille exerce beaucoup de traction au niveau de son point de fixation. Donc pareil, le calcanéum peut se fissurer. Donc là, c'est la maladie de Sever. Et puis, alors, et puis après, ça peut remonter. Ça peut être au niveau de l'ischio, par exemple, où les ischio-jambiers peuvent exercer beaucoup de temps de traction au niveau de l'ischio. Donc ça, c'est la maladie de McMaster. Ça peut remonter au niveau des lombaires aussi, c'est la maladie de Scheuermann, etc. Donc il y a J'y ai eu beaucoup, droit. ah oui, donc il y a beaucoup d'ostéochondroses qui peuvent arriver chez les jeunes, mais ça peut suivre tout simplement les vitesses de croissance. Ça peut commencer par le bas, le talon, en dessous du genou, au niveau de la rotule. Ça peut remonter voilà, au niveau de l'os iliaque et puis après au niveau lombaire, etc. Et tout simplement, ça peut suivre cette chronologie en termes de vitesse de croissance des membres du tronc. D'accord. Alors, tu préconisais de faire du renforcement du corps, de la sangle abdominale entre le pic de vélocité de croissance et le pic de masse musculaire. Qu'est-ce que tu recommanderais de faire justement autour de ce pic de vélocité de croissance pour prévenir certaines pathologies, si on peut? Alors, je pense qu'il faut déjà avoir une approche mixte, c'est-à-dire qu'il faut éviter que si les jeunes commencent à avoir des douleurs au niveau, voilà, au niveau du tibia, en haut du tibia, donc peut-être un début d'os gauche-lateur ou les douleurs au niveau du calcanéum, une maladie de Sever, eh bien, il faut réduire les impacts mécaniques exercés au niveau de ces zones de tension. Et pour ça, la meilleure manière, finalement, c'est d'avoir une approche combinée, c'est-à-dire une approche croisée, c'est-à-dire faire des activités à poids porté, comme faire du D'accord. vélo, comme faire de la natation, faire du rameur, etc. Et puis des activités à poids non porté, comme de la course à pied, par exemple. Et l'idéal, finalement, c'est de constituer des binômes, hein, voilà, groupe de deux, et puis il y en a un qui va faire du vélo, et l'autre qui va courir à côté, et puis au bout de 500 mètres, 1 kilomètre, eh ben, il va falloir changer les rôles. Celui qui courait se met à faire du vélo, celui qui fait du vélo se met à courir. Et quelque part, ça permet de faire de l'endurance, de faire des activités un petit peu plus longues, de travailler le système cardio-respiratoire, le système cardiovasculaire, donc redévelopper le métabolisme aérobie, et donc c'est nécessaire chez les jeunes pour récupérer de tout effort, pour retarder la fatigabilité musculaire, etc. Euh, et donc ça permet aussi voilà, de préserver le tissu osseux, euh, mais en même temps, il faut quand même que ce tissu osseux il subisse des micro-impacts mécaniques, parce que il n'y a que comme ça finalement que le tissu osseux va pouvoir se renforcer. D'accord. Donc, donc il faut quand même exercer des micro-impacts mécaniques sur le tissu osseux, sans quoi, s'il n'y a pas d'impact mécanique, l'os va, en tout cas, l'os va s'affaiblir. C'est ce qu'on peut voir quand on a des astronautes qui vont dans l'espace, hein, et qu'ils y restent 6 mois. S'il n'y a pas d'activité physique, ben, le tissu osseux, en fait, voilà,
il perd en densité minérale osseuse, il perd en contenu minéral osseux, et donc après l'os voilà, il se fracture plus facilement. Donc il faut quand même que les jeunes fassent des activités à impact mécanique ou à micro-impact mécanique répété, tels que de la course à pied, des sauts, voilà, des rebonds, etc. Mais attention, il faut trouver un juste milieu. Quand c'est pas assez, ben, on affaiblit le tissu osseux. Quand c'est trop, on peut blesser le tissu osseux. Donc il faut toujours trouver une espèce de compromis entre les deux. Et pour ça, encore une fois, la meilleure manière de s'y prendre, c'est d'avoir une approche croisée, une méthode croisée d'entraînement, activité à poids porté, non porté. C'est ce qu'on retrouve au niveau de la Fédération française de triathlon, par exemple. Avec le triathlon, il y a deux activités à poids porté, Mm. natation Et vélo. et vélo, et une activité à poids non porté qui est la course à pied. Euh, et puis il y a tout ce qui est aussi RAID multisport nature, qui a récupéré la Fédération française de triathlon en 2017, où le RAID multisport nature, c'est pour ceux qui ne le savent pas, ben, vous avez des benjamins euh, de 12-13 ans, des minimes de 14-15 ans qui s'engagent sur des compétitions qui durent 5 heures et demie, hein, en milieu naturel, hein, mais pendant 5 heures et demie, ils sont à plus de 80% de leur FC max, hein, ça galope, hein, ça va très vite. Et durant ces raids-là, ils alternent des activités de VTT, de trail, de CO pour l'orientation. Mm. Ils font du kayak, ils font du roller, ils font de la tyrolienne. Voilà. Et ils enchaînent des activités à poids porté, non porté pendant 5 heures et demie. Et ils se baissent quasiment pas parce que voilà, ils préservent leur tissu osseux et en même temps, eh ben, ils font du foncier. Tout ce qu'il faut faire chez les jeunes. Voilà. Ok. Et en fait, le message que je veux faire passer aussi, c'est pas autant la durée qui compte, hein, parce que 5 heures et demie, on peut se dire, ouh là là, c'est trop long pour les jeunes. Eh ben non, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans. C'est quel contenu finalement on place dans ces 5 heures et demie. Voilà. Et c'est quel chemin on propose aux jeunes, voilà, pour s'entraîner, pour pratiquer. Euh, et ça, c'est majeur, quoi. C'est majeur, le contenu qu'on y met derrière. Ok, ouais, super intéressant. Donc travailler un peu sur du contenu croisé pour éviter les douleurs articulaires quand il y a une grande poussée des jambes. Ça permet de développer le système cardio-respiratoire et les filières aérobie. Euh, Est-ce que, donc là on parle de la voie plutôt du développement de l'endurance. Est-ce qu'on peut faire aussi des adaptations sur tout ce qui est musculo-tendineux ou est-ce qu'il serait au contraire déconseillé de faire du renforcement musculaire? Est-ce Alors, que la légende comme quoi faire de la musculation à cet âge-là porterait préjudice est vraie ou infondée? alors, c'est pareil, c'est une bonne question, ça. C'est que au niveau musculo-tendineux, de toute manière, il faut réentraîner les jeunes à faire de la pliométrie. Et la pliométrie, voilà, c'est une méthode d'entraînement voilà, de musculation, hein. Faut être très clair, hein. La musculation, c'est un terme qui est générique, hein, mais qui comprend une multitude de méthodes d'entraînement. Et parmi les méthodes d'entraînement en musculation, il y a la pliométrie. Et la pliométrie, voilà, c'est intéressant chez les jeunes parce que ça leur permet finalement d'utiliser plus efficacement le, le cycle étirement-contraction ou le cycle étirement-détente. Et donc, ce cycle étirement-détente ou ce cycle étirement-contraction, il est indispensable, voilà, pour que le système musculo-tendineux puisse restituer l'énergie élastique qu'il emmagasine au sein de son système. Donc, pour faire de la pliométrie, pour travailler voilà, le système musculo-tendineux, ben, il faut proposer des sauts en contre-haut, en contre-bas. Alors attention, il ne faut pas être trop gourmand en termes de hauteur, hein, parce que sans quoi, Ne pas s'appuyer euh, sur les méthodes russes. voilà, sans quoi, ben, à la réception d'un saut, voilà, encore une fois, ça peut impacter le tissu osseux. Mais en tout cas, on peut faire de la pliométrie. Alors, de manière tout à fait naturelle, c'est-à-dire que
Avant, les jeunes, ils avaient une activité de jeu qui était beaucoup plus importante, c'est-à-dire que ils passaient moins de temps devant leurs écrans, devant la télé, devant les ordinateurs, devant les téléphones. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ben, ils allaient dans un jardin, dans un gymnase, dans un parc de jeux, etc. Et ils faisaient de la pliométrie naturellement. Euh, En faisant des sauts verticaux, des sauts latéraux, des sauts longitudinaux. Voilà, en tout cas, ils bougeaient sans cesse, en permanence. Et quelque part, ils exploitaient leur système musculo-tendineux à restituer cette énergie élastique. Mm. Et donc, euh, les jeunes avant travaillaient naturellement cette biométrie. Alors, maintenant, il faut inciter les jeunes à faire une activité de jeu libre, comme ça, à faire une activité de jeu délibéré. Et il faut leur mettre à disposition des équipements, des cordes à sauter, par exemple, hein, pour que naturellement, voilà, ils s'entraînent à faire de la corde à sauter et à utiliser leur système musculo-tendineux efficacement. Euh, Avant, il y avait le jeu de la marelle, hein, voilà, ben, on faisait des sauts à un pied, pied droit, pied gauche, réception à deux pieds, impulsion à deux pieds. Tout ça, c'était du jeu libre. Là. Maintenant, il y en a beaucoup moins et donc ça forcément impacte leur capacité biométrique. Euh, donc ça me semble fondamental pour développer la force explosive déjà chez les jeunes et puis aussi pour réduire leur coût énergétique. C'est-à-dire qu'on parlait d'endurance. L'endurance, encore une fois, c'est un terme générique, mais aujourd'hui on parle d'aptitude aérobie et à travers cette aptitude aérobie, eh bien, il y a un facteur qui est fondamental, c'est bon, l'eau de max, hein, la consommation maximale d'oxygène. Il y a un deuxième facteur aussi qui est fondamental, c'est l'endurance, c'est-à-dire la capacité à tenir l'effort à un certain pourcentage donné de VO2 max, ou bien à un Mm. pourcentage donné de la VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale aérobie. Et puis, pour moi, il y a un troisième facteur qui est vraiment incontournable, qui est majeur, c'est le coût énergétique. Et le coût énergétique, c'est l'énergie qu'on dépense pour parcourir 1 mètre, 1 kilomètre, 10 kilomètres, une distance donnée. Et ce coût énergétique, en fait, bon, on l'exprime généralement en 1000 litres d'oxygène consommé par kilogramme de poids à déplacer et par mètre à parcourir ou par kilomètre à parcourir. Et ce coût énergétique, en fait, on doit absolument le réduire chez les jeunes. On doit optimiser leur économie de course. Et pour ça, pour réduire ce coût énergétique et optimiser l'économie de course, eh bien, il faut faire de la pliométrie. Sauf que aujourd'hui, chez les jeunes, on ne parle pas forcément ou suffisamment ben, de l'impact que peut avoir la pliométrie dans la réduction de ce coût énergétique qui est incontournable pour tenir l'effort dans le temps, dans la durée, c'est-à-dire pour être en gros endurant. Et la pliométrie, ouais, c'est quelque chose que l'on peut facilement travailler chez les jeunes, avant le pic, autour du pic de croissance rapide de la taille, après le pic. Euh, il ne faut pas hésiter à le faire, mais il faut quand même respecter, encore une fois, la progression de la charge, parce que si d'un coup d'un seul, on propose 200 sauts sur la même séance, euh, forcément, on va toucher le tissu osseux. Par contre, si sur une première séance, on fait 3 séries de 20 sauts, par exemple, voilà, et ensuite on fait ça, je sais pas, sur 2 semaines. Après, une fois que le jeune s'est adapté, on peut augmenter donc, à 80 sauts par séance, ainsi de suite, après à 100 sauts. Donc, tu vois, respecter la progression de la charge de travail, et cette progression de la charge, elle est fondamentale chez les jeunes. Ok, super intéressant. Donc privilégier des modalités plutôt pliométriques chez le jeune, ça permet d'augmenter l'efficience du mouvement Mhm. et le faire de manière progressive pour éviter bien évidemment les blessures et se construire petit à petit. Oui. Alors tu as amené 2 points super intéressants. Donc tu parlais justement de ses capacités aérobie. Il y a toujours une légende qui demeure. J'aimerais avoir ton avis à ce niveau-là. Moi-même, hein, quand j'étais formé, on disait que les enfants ne pouvaient pas travailler sur les filières lactiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une prédominance? Est-ce qu'il y a des atouts chez les jeunes et plutôt des points faibles?
Alors sur le plan lactique, alors on est plutôt sur le développement, on va dire métabolique, hein, et peut-être pour remettre les choses dans l'ordre, je pense que avant de développer le métabolisme, hein, qu'il soit aérobie ou anaérobie, je pense qu'il faut absolument développer euh, les capacités motrices des jeunes. Et là, je reviens sur ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire voilà, réduire le coût énergétique, optimiser l'économie de course, mais ça passe par un développement moteur. Autrement dit, à travers ce développement moteur, il faut développer les habiletés motrices. Tu vois, jusqu'à présent, on Mm. a beaucoup parlé, toi, du développement des qualités physiques, hein, et les qualités physiques, ben, on y place la force, la vitesse, ben, la puissance, puisque c'est le produit de la force par la vitesse. On y place l'endurance et la souplesse. Mais Mm. avant ça, ce qui compte, c'est de développer les habiletés motrices. Et ces habiletés motrices, elles, elles sont basées sur la coordination, elles sont basées sur l'adresse, et elles sont basées sur l'équilibre. Voilà. Et avant d'aller sur un développement métabolique, je pense qu'il faut, tu vois, mettre l'accent sur un développement moteur, surtout au moment où, et je reviens sur ta première question, où tu as une maturation biologique des systèmes. C'est-à-dire le système nerveux central, il faut savoir qu'il mature énormément au cours des premières années de la vie, hein, jusqu'à 14, 15 ans, et puis il continue de maturer jusqu'à 20, 25 ans. Mais il faut profiter de ces premières années, tu vois, pour stimuler le nerveux et D'accord. développer les fonctions motrices, mais aussi perceptivo-cognitives. C'est-à-dire permettre aux jeunes aujourd'hui d'être capables de, de choper les bonnes informations sur un terrain de foot, sur un terrain de basket, sur un terrain de volley, de hand, etc. Choper les bonnes informations, c'est-à-dire être capable de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises, donc forcément de les analyser, de les interpréter correctement et surtout de les rendre opérationnels, hein, sous la forme d'actes moteurs très rapidement et de façon très efficace. Et ça fait partie du perceptivo-cognitif et donc il faut aussi au-delà du moteur développer ce perceptivo-cognitif. Voilà. D'accord. Tu vois, et je pense qu'après, ça c'est du travail qualitatif qui va compter énormément pour la suite du jeune, pour sa formation. Et le développement métabolique, et je reviens sur ta question, le développement métabolique, pour moi, il doit se faire à partir, en gros, de la puberté, c'est-à-dire à partir de 12 ans, 12-13 ans chez la fille, et puis 14-15 ans chez le garçon. Euh, et le métabolique, après, voilà, il sera au service, finalement, du moteur, en fait, hein. Euh, en gros, l'enfant, à partir du moment où il a une base motrice correcte, solide, base technique correcte, solide, après, on va développer le métabolisme. En gros, le muscle va pouvoir travailler correctement. Sur la durée, c'est un bon métabolisme aérobie, ou sur peut-être sur une plus courte durée, mais intensité élevée, voilà, sur des efforts de type lactique, mais à condition que derrière, il y ait une base motrice solide. Voilà. Donc en Ok. gros, pour les auditeurs qui nous écoutent, hein, voilà, le moteur, le perceptivo-cognitif, à un moment où le nerveux se développe, et après le métabolique sera au service du moteur parce que l'énergie sera apportée soit par l'aérobie, soit par le lactique, ou soit par la phosphocréatine, si on fait vraiment de l'intensité de courte durée. Mais en tout cas, cette énergie-là, elle sera au service du moteur, qui était le muscle. En soi. Ok. Et par rapport au lactique, c'est vrai que pendant des années, on a pensé que le lactique était à proscrire chez les jeunes, mais parce que on pensait, on pensait que, euh, on pensait que la filière lactique était immature avant le pic de croissance rapide, avant la puberté. On pensait que la glycolyse, la filière lactique était immature avant la puberté de l'enfant. Aujourd'hui, il faut réfléchir différemment. C'est-à-dire que il faut savoir que toutes les filières énergétiques, elles sont matures, elles sont là, elles existent. Il n'y a aucune raison, aucune, qu'il y en ait une qui soit immature par rapport à une autre.
Et en fait, les trois filières, hein, la filière lactique, la filière lactique ou la filière aérobie, ces trois filières, elles existent, elles sont là, elles sont présentes, elles sont matures, quel que soit l'âge. Ok. Maintenant, on va forcément mobiliser plus une filière qu'une autre en fonction de ce qu'on va demander, en fonction de l'exercice qu'on va proposer à nos jeunes. Si on fait un exercice qui va durer, ben, on va privilégier l'aérobie. Si on fait un exercice qui va moins durer, mais qui sera plus élevé en intensité, on va privilégier peut-être plus la phosphocréatine, plus la filière glycolytique, la filière lactique. Donc il y a ça, il y a l'intensité et la durée de l'exercice qui vont compter. Mais ce qui est aussi important, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent le savoir, c'est que c'est la masse musculaire qu'on va engager dans l'effort. Ça compte beaucoup, ça. Parce que cette masse musculaire, elle va conditionner le travail à produire durant l'effort. Et plus on produit de travail, plus il va falloir d'énergie. Alors, soit on privilégie la puissance d'une filière, soit on privilégie, alors la puissance, c'est-à-dire le débit, hein, soit on va privilégier peut-être plus la capacité ou le réservoir de la filière. D'accord. Et en tout cas, la masse musculaire qu'on engage à l'effort, elle est primordiale. Alors, je prends toujours l'exemple d'un enfant qui est obèse, par exemple, qui est en surcharge pondérale. Eh bien, c'est plus compliqué finalement pour un obèse de lutter contre l'inertie de son poids qu'un enfant qui est plutôt normopondéré. Et quand on est lourd et massif, c'est plus compliqué d'accélérer une masse importante. Voilà. Et quand on doit déplacer une masse importante ou l'accélérer, lutter contre l'inertie de cette masse, eh bien, il va falloir avoir beaucoup d'énergie en un temps court. Beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance. Et quelles sont les filières, finalement, qui sont capables de produire beaucoup plus de puissance? C'est des filières anaérobies, non oxydatives. Donc, tu vois, cette masse, en fait, que tu engages à l'effort, elle est déterminante dans la mobilisation des filières. Quand on est lourd, massif, et quand on doit vraiment accélérer une lourde masse, forcément, il nous faut beaucoup de puissance énergétique, un débit d'énergie élevé. Et donc, de fait, on fait appel plus aux filières anaérobies. Voilà. Ok. Maintenant, quand on est à l'inverse, beaucoup plus léger, plus fin, eh bien, l'inertie est, voilà, on a moins d'énergie à mobiliser pour lutter contre cette faible inertie. Donc, eh bien, on n'a pas beaucoup besoin de puissance, donc on fait appel à la filière aérobie. Ok, donc c'est plus un biais en fait biomécanique, quoi. Plus on est lourd, plus on va avoir besoin de puissance et des filières anaérobies. Plus on est léger, plus on va travailler sur des filières aérobies en fait de fait. C'est toujours un rapport poids-puissance. Ouais, on peut le dire comme ça. C'est comme quand on compare un sprinter qui généralement est beaucoup plus massif qu'un endurant. Quand on prend un marathonien et puis un sprinter, c'est des morphotypes qui sont différents. Et du coup, la masse musculaire engagée à l'effort n'est pas du tout la même. Et bon, au-delà de forcément du profil de course qui est à réaliser par l'athlète, hein, entre un marathon et un sprint de 100 mètres, c'est pas la même chose. Donc, il faut retenir que parmi les facteurs les plus déterminants dans cette mobilisation des filières, eh bien, il y a la masse et aussi il y a la durée et l'intensité de l'effort. Et le jeune, quelque part, il est léger, généralement, donc il va mobiliser plus la filière aérobie au quotidien que ses filières anaérobie. Donc, et quand au quotidien, forcément, le jeune, il va plus entraîner sa filière aérobie que ses filières anaérobie. Donc ça compte aussi dans le développement des filières. Mais voilà, pour te dire que finalement, il n'y a aucune raison de penser que la filière lactique est immature avant la puberté et que finalement, il faut atteindre la puberté ou après pour mobiliser ce type de travail, quoi. Lactique, on peut le faire à tout moment. Maintenant, quand on est jeune, c'est pas forcément une priorité. Le lactique, on peut le travailler plus tardivement. Voilà, si on doit spécialiser un jeune sur des efforts lactiques, hein, de type 400-800 mètres sur piste ou en athlée ou bien sur du 100-200 mètres nage libre, voilà, bon, forcément, on fera peut-être à un moment donné un peu plus de lactique pour
finalement pour mieux entraîner le jeune, quoi. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Donc d'abord, travailler sur du perceptivo-moteur, puis du neuromusculaire et aller sur les filières, enfin sur la voie métabolique, euh, plutôt post-pic de vélocité de croissance. D'ailleurs, c'est tout à fait cohérent parce que j'ai l'impression personnellement d'avoir des nageurs quand ils arrivent à ce pic de vélocité de croissance où ils avaient des défauts techniques, enfin ils ont des défauts techniques qui apparaissent qu'ils n'avaient pas avant. On a l'impression qu'ils sont même chose, hein, c'est pas péjoratif, mais un peu débiles moteurs. Ils Mm. arrivent plus à ressentir les appuis. On a l'impression qu'ils ont plus cette capacité à gérer leur corps dans l'espace. Peut-être parce qu'il a grandi extrêmement rapidement. Euh, et après, du coup, travailler sur les voies métaboliques. Autre question que ça m'apporte, à partir de quand peut-on réellement développer l'hypertrophie musculaire? Alors, euh, alors, je rebondis juste un peu sur ta petite remarque Ouais. concernant les nageurs là qui sont un petit peu maladroits à un moment donné. Hmm. Ça me permet de revenir un petit peu en arrière sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand on a des jeunes qui grandissent par les membres inférieurs et ensuite par le tronc, eh bien, leur schéma corporel se transforme, se modifie. Et donc, on a des adolescents, finalement, autour de leur pic, qui se transforment en permanence et qui ont des repères spatio-temporels qui changent tout le temps. Et donc, là, toi, tu évoquais cette période de maladresse, en fait. Oui. Euh, et euh, on a souvent des jeunes qui sont maladroits, voilà, parce que, en fait, ils savent même plus dans quel corps ils habitent, puisque ils se modifient en permanence. Et c'est jamais stable, ça. Donc, c'est une période avérée de blessure, donc on gère mal la charge de travail. C'est une période de maladresse durant laquelle eh bien, on a des soucis de coordination, d'adresse, d'équilibre chez les jeunes. Donc, quand je disais tout à l'heure, il faut développer la motricité durant les premières années, mais il faut continuer à développer la motricité autour du pic. Parce que, encore une fois, le jeune, il devient maladroit. Et souvent, quand on entraîne, on se dit, oula, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourtant, je fais tout le nécessaire pour voilà pour l'entraîner correctement et d'un Ah, coup c'est d'un parfois seul, très frustrant. ouais, et d'un On coup d'un, répète et on se dit mais c'est pas possible, tu le fais exprès là. ouais, Alors que non, pas du tout. Ils essayent de bien faire, mais ils n'arrivent pas à le ressentir. exactement. Et quand on regarde même l'évolution des ratios entre des ratios de longueur entre les membres supérieurs et le tronc, ou les membres supérieurs et la taille, pareil, ça, on a des ratios qui changent tout le temps. Hmm. Donc on a encore une fois, ça concerne pas uniquement les membres inférieurs, mais ça concerne aussi les membres supérieurs qui, euh, qui évoluent différemment par rapport au tronc. Et lorsqu'on a des moments d'inertie qui augmentent fortement au niveau des membres supérieurs, hein, lorsqu'on a des membres qui s'allongent beaucoup, des membres sup qui s'allongent beaucoup, et en même temps qui prennent du volume, hein, de la masse, eh bien, on a des moments d'inertie qui augmentent. Eh bien, ça augmente aussi les impacts au niveau des épaules et ça peut, si les épaules sont pas bien tenues, entre le rapport de force rotateur interne de l'épaule et rotateur externe de l'épaule, eh si les épaules sont pas bien stabilisées, bien équilibrées, eh ben, ça peut conduire à des tendinites, à des tendinopathies, voilà, avec un écrasement du tendon dans l'espace sous-acromial, etc. Bon, et ainsi de suite. Donc, quelque part, euh, il faut faire attention aussi à ça, à ces développements très rapides, ou à des changements très rapides au niveau de ses proportions corporelles. D'accord. Donc, ouais, donc pic de vélocité de croissance combiné à maladresse motrice, plus volume trop important, Ouais, égale blessure, probabilité de blessure augmentée, quoi. ouais, tout à fait, exactement. Et par rapport à ta question sur Sur l'hypertrophie, l'hypertrophie, ouais. ouais, l'hypertrophie, ben, de toute manière, on aura du mal à hypertrophier avant l'âge de 15 ans et demi, 16 ans chez le garçon, parce que si on reprend les fameuses courbes de Scannone, eh ben, on a une maturation hormonale, et on revient, toi, sur la question de la maturation, en fait, hein, par rapport à la croissance. On a une maturation hormonale qui a lieu à 15 ans et demi, 16 ans, D'accord. euh, ce qui fait que il faut attendre 15 ans et demi, 16 ans pour qu'il y ait une production plus importante de testostérone, notamment chez les garçons.
Euh, Chez les filles, il y a aussi une production de testostérone, mais en plus faible quantité, il y a beaucoup plus d'oestrogène produite. Mais l'hypertrophie, de toute manière, elle n'est pas induite seulement par ces hormones-là, hein. Il y a l'insuline, les hormones thyroïdiennes, il y a l'hormone de croissance, voilà, les hormones sexuelles, etc. Euh, mais en tout cas, voilà, l'hypertrophie, elle a lieu plutôt vers les 16 ans chez les garçons. Ça veut dire qu'avant, voilà, c'est plus compliqué d'hypertrophier, et puis c'est pas le but finalement. On n'est pas là pour hypertrophier. Encore une fois, le développement de la force, euh, on peut développer la force enfin, en jouant sur les facteurs nerveux, hein. Tout Mm. à l'heure, je parlais de coordination qui fait partie des habiletés motrices. Eh ben, la coordination, eh ben, tu as la coordination intermusculaire, c'est-à-dire la façon euh, dont Droite-gauche. s'organisent, ouais, les groupes musculaires entre eux, entre agonistes et antagonistes, entre les différents chefs d'un même groupe musculaire, c'est-à-dire par exemple si on prend les quadriceps, tu as quatre chefs, hein, tu as les trois vases, tu as le bras fémoral. Ça aussi, au sein même d'un groupe, au sein d'un même groupe musculaire, pardon, on a les chefs, hein, donc euh, la coordination aussi, elle, euh, elle concerne aussi ben, les différents chefs. Et puis il y a aussi la manière dont s'organise ben, le côté latéral, le côté controlatéral. Tout ça, c'est la coordination intermusculaire. Donc ça impacte aussi le développement de la force finale, hein, qui est à produire lors d'un mouvement. Et puis il y a aussi la coordination intramusculaire. Et là, c'est très important parce que la coordination intramusculaire, ça représente le recrutement, la synchronisation et l'intensité du recrutement des unités motrices, c'est-à-dire des fibres musculaires qui sont innervées par le système nerveux. Euh, et donc, cette coordination intramusculaire, elle est importante parce que il faut savoir qu'un jeune prépubère, en moyenne, il ne recrute que 80% de l'ensemble de ses unités motrices. C'est-à-dire qu'un jeune prépubère, il a un déficit nerveux de 20%. C'est énorme. Donc, c'est énorme. Donc, euh, quand on demande à un jeune prépubère de produire son maximum de force, volontairement, il en est incapable, tout simplement parce que, volontairement, il ne recrute que 80% de l'ensemble de ses unités motrices qui sont disponibles. Et ça, on peut l'entraîner ou c'est quelque chose de... Ils peuvent pas aller plus loin parce que c'est une situation de protection du corps, par exemple. Oui, oui. Alors, est-ce une situation de protection du corps? Peut-être, peut-être, parce que notamment en conditions de fatigue, il y a cette fameuse théorie du gouverneur central de Tim Knox. Euh, voilà, quand nous on teste des jeunes sur leur niveau de fatigabilité musculaire, on se rend compte avant leur puberté, hein, les jeunes se fatiguent moins au niveau musculaire que les adultes, notamment sur les efforts qui sont intenses et répétés. Et en même temps, eh bien, on a une fatigue centrale nerveuse qui est plus importante. C'est-à-dire que les jeunes réduisent leur niveau d'activation volontaire au niveau nerveux, ce qui fait que quelque part, ça peut être un mécanisme protecteur du muscle, voilà, pour le protéger, le muscle se protéger, pour respecter l'intégrité physique du muscle. Donc il y a peut-être voilà une désactivation des unités motrices au niveau nerveux avec la fatigabilité, voilà, pour protéger le muscle de toute fatigue excessive, de tout le dommage musculaire potentiel. Donc ça, c'est un premier peut-être mécanisme protecteur, voilà, en situation de fatigue. Mais au-delà de ça, avant l'âge de 11 ans, on a une immaturité de la voie cortico-spinale, c'est-à-dire entre le cortex et la moelle épinière. Voilà, la voie cortico-spinale est immature et donc les jeunes voilà, sont incapables finalement de recruter ou même de synchroniser voilà, l'ensemble des unités motrices. Ce qui fait que, euh, de par ce déficit nerveux, au-delà de leur plus faible masse musculaire, voilà, ils produisent moins de force maximale que les adultes. Et Ok. pour répondre à ta question, c'est vrai qu'on peut l'entraîner, c'est-à-dire qu'on peut réduire ce déficit nerveux de 20% à moins de 10%, c'est-à-dire qu'on peut passer à 5% de déficit, même chez les jeunes prépubères, en C'est faisant des gains ouais, ouais, conséquents. sans aller sur des charges maximales, hein. Le but, c'est pas d'utiliser des charges maximales, mais on peut utiliser des charges maximales
qui vont représenter, je sais pas, peut-être 50, 60% d'une répétition maximale, voilà, qui peut être estimée à partir, voilà, de différents tests. Mais avec 50, 60% d'une RM, voilà, avec 12, 15 répétitions, voilà, en faisant 2, 3 séries à chaque fois par groupe musculaire, hein. On peut imaginer un circuit training, hein, en condition sous maximale de charge. Voilà, on peut très bien optimiser cette coordination intramusculaire et améliorer ce niveau de recrutement des unités motrices. Là, on va développer la force sans hypertrophie et on jouera uniquement que sur les facteurs nerveux. D'accord. Ou Alors ça bien, m'amène une question, c'est cette oui. notion d'immaturité. Qu'est-ce que tu penses de la notion de fenêtre d'apprentissage? Alors, pour moi, elle n'existe pas forcément. D'accord? C'est-à-dire que autant il y a des périodes critiques durant lesquelles il faut absolument développer certaines choses. Je reviens par exemple par rapport à la maturation du système nerveux central. Eh bien, durant cette maturation nerveuse, on a, il faut absolument développer le moteur et le perceptivo-cognitif. Ça, c'est une période critique. Tu vois, il faut absolument faire les choses correctement et au bon moment. Par contre, est-ce qu'il y a des fenêtres d'entraînement durant lesquelles, voilà, on va mieux augmenter ou faciliter l'amélioration de telle ou telle qualité physique? J'en suis pas certain. C'est-à-dire D'accord. que c'est pas parce que un jeune sera pubère ou post-pubère qu'on pourra améliorer plus facilement telle ou telle qualité physique. Euh, Mais euh, est-ce qu'il y a des pratiques que tu recommanderais dans le développement moteur ou autre? alors dans le développement moteur, ouais, je pense qu'il faut favoriser l'approche multivariée, multisportive. C'est-à-dire un jeune, euh, avant sa puberté, il faut lui apprendre à pédaler, à nager, à courir, à sauter, à lancer, à réceptionner, à grimper, à ramper sur le ventre, sur le dos, à manipuler des balles aussi. Tu vois, faire du jonglage. Quand on fait du jonglage, on fait du moteur, mais en même temps, on travaille tout ce qui est perceptivo-cognitif. Tu vois, c'est de plus en plus utilisé hein, dans le milieu sportif. Hein. Aujourd'hui même, on parle de neurotraining, c'est-à-dire que, tu vois, en tennis, par exemple, on a des jeunes qui font qui utilisent le jonglage, en même temps qu'ils jonglent, eh ben, ils doivent se déplacer entre des plots, donc il y a de la double tâche. Dans cette double tâche, eh ben, les jeunes travaillent la vision centrale, la vision périphérique, tu vois. Là, c'est du neurotraining. Super intéressant. Euh, donc, quelque part, oui, il faut avoir cette approche multivariée et diversifiée que de vouloir hyper spécialiser un jeune sans quoi, si on les hyper spécialise trop tôt, on lui apprend uniquement une seule forme de motricité, une seule forme de pouvoir capter l'information, etc. Et on le condamne finalement à s'adapter plus tard dans son processus de développement, de formation. Donc pour moi, je préconise toujours cette approche diversifiée, multivariée, euh, pour Plutôt que de voilà, la spécialisation trop jeune. ouais, exactement. Alors, on va me dire, ouais, mais il y a des disciplines durant lesquelles il faut s'entraîner beaucoup très tôt. Je suis Hmm. d'accord. Alors, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut différencier l'hyperspécialisation de la spécialisation. C'est-à-dire que l'hyperspécialisation, il faut la condamner. Il faut totalement la condamner. Par contre, on peut spécialiser plutôt dans certaines disciplines, hein, bon, la natation, la gymnastique, le patinage artistique, etc., le trampoline. Mais on peut spécialiser en essayant de compléter cette spécialisation par des activités qui vont être mises au service de la discipline principale. Donc, spécialisation, oui, pas hyper spécialisation, mais dans cette spécialisation, il faut avoir une approche un petit peu plus complémentaire. Ok. Est-ce que s'entraîner jeune permet d'augmenter le potentiel à l'âge adulte de manière irrattrapable? Entre un individu qui s'est entraîné jeune et qui devient adulte et un individu qui s'entraîne qu'à l'âge adulte, est-ce qu'il y aura un potentiel de base qui ne pourra pas être rattrapé?
Alors là, tu évoques la question de l'inné et de l'acquis en partie. C'est-à-dire Mm. on a forcément des jeunes avec un potentiel hein, qui est présent, qui a un patrimoine un génétique hein, qui fait que voilà, à partir de ce patrimoine-là, il y a des jeunes qui auront de fait une bonne VO2 max, une bonne consommation maximale d'oxygène, comme des jeunes qui peuvent avoir un niveau de force voilà, peut-être plus conséquent très tôt. Donc il y a une certaine part d'inné dans tout ça, et puis il y a une part d'acquise euh, qui est liée forcément à l'entraînement, liée à l'activité quotidienne, à l'activité de jeu délibéré, de jeu libre, etc. Toute l'activité physique quotidienne au-delà de l'entraînement que le jeune aussi peut réaliser. Mais pour répondre à ta question, euh, pour moi, le plus important, c'est encore une fois, c'est le chemin qu'on va faire prendre aux jeunes. C'est-à-dire que si on exploite trop tôt le physique, Mm. ben forcément, le jeune, il va être très fort très tôt. Il va dépasser tout le monde, il va être sur le podium en première place, etc. Mais ça va durer un certain temps, tu vois. Et une fois qu'il va devenir adulte, ben c'est fini, c'est plié. Il aura exploité tout son physique. Maintenant, si on a des jeunes avec lesquels voilà, on travaille le moteur correctement, le perceptivo-cognitif, on travaille les fondations. Voilà. Le jeune, ce qui est important, c'est de lui donner les bonnes bases, les bonnes fondations. Et à partir de là, euh, eh bien, quand je parlais du métabolisme après la motricité, eh bien, le métabolisme va être au service maintenant du moteur. Et même la maturation hormonale va faire que forcément avec la prise de masse, ben, la vitesse va augmenter naturellement, la force va augmenter naturellement, la puissance également. Toutes les qualités physiques vont augmenter naturellement parce qu'il y aura hypertrophie. Donc, et là, le physique va venir, va se mettre au service du moteur. Donc, en fait, pour répondre à ta question, certes, il y a un patrimoine derrière génétique qui existe, mais surtout, c'est le chemin que l'on va emprunter pour former nos jeunes. Et je vais reprendre une citation qui n'est pas de moi, mais que j'adore, qui est de Fernand Hurtebise, qui est l'ancien entraîneur de Stéphane Degana, que tout le monde connaît, et que je salue parce que c'est lui qui a préfacé mon ouvrage que t'as montré tout à l'heure. C'est vrai, il est noté Euh, là. voilà, que je rencontre de temps en temps, et c'est un plaisir de rencontrer à chaque fois. C'est Fernand Hurtebise disait euh, on va de la qualité vers la quantité de la qualité du travail chez les jeunes. C'est-à-dire que il y a toujours ce terme qualitatif qui est derrière tout ça. Et on va de la qualité vers la quantité de la qualité. Et ça, c'est fondamental dans un processus de formation d'un jeune. Voilà. Un, pour à la fois euh, euh, optimiser son état de santé, son niveau de santé, à la fois psychologique et physique. On essaie de réduire autant que possible les blessures chez les jeunes, à un moment où le corps se transforme. Et puis, on va lui permettre aussi, avec une bonne base motrice, avec une bonne base perceptivo-cognitive, on va lui permettre forcément, voilà, d'atteindre à un moment une meilleure performance, plus tard une fois adulte. Voilà. Parce que quand on a un perceptivo-cognitif euh, développé, le jeune, voilà, il peut être beaucoup plus vigilant, il peut être plus concentré, plus attentif. Il peut se mettre beaucoup plus à disposition d'un collectif, dans un sport collectif. Euh, et le moteur, voilà, s'il a une bonne base motrice, il a appris à diversifier sa motricité quelque part, il est adaptable, il peut répondre à toute forme de sollicitation. Donc en gros, voilà, c'est le Ok. chemin dont on prend, que va prendre le jeune pour sa, pour sa vie future sportive une fois qu'il sera adulte. Ok. Concernant cette prédisposition génétique, ça m'amène deux questions, à savoir déjà, est-ce que avoir des parents sportifs, ça augmente le potentiel des enfants, ou est-ce que ça n'a pas forcément de lien? Et deuxième question concernant les enfants, est-ce qu'on a un moyen de repérer ce potentiel, certains potentiels?
Alors, la question des parents, oui, elle est fondamentale parce que les parents inculquent déjà le goût de l'effort, des valeurs sportives, etc. Donc, forcément, quand on a L'aspect des parents, culturel. ouais, il y a un aspect culturel. Donc, quelque part, les parents vont permettre aux enfants finalement peut-être de s'engager plus facilement ou moins, en tout cas plus facilement ou pas, hein. Mais en tout cas, quand on a des parents sportifs, c'est sûr que ça facilite l'engagement des jeunes dans le sport. Euh, euh, Après, il y a aussi ce patrimoine génétique aussi qui fait que voilà, il y a des prédispositions ou pas euh, pour telle discipline, pour telle qualité physique. Euh, Plutôt sur les paramètres du coup anthropométriques. S'il y a des parents qui sont grands, ouais, il y ouais. a le morphotype aussi qui, voilà, parmi les facteurs génétiques, hein, au-delà du physiologique, il y a le morphotype, il y a le physique. Et le morphotype, hein, il est déterminant dans certaines disciplines. Toi, notre point commun, voilà, c'est qu'on est nageur. Donc, quand on est nageur, ben, on peut s'apercevoir, alors, ben, que moi, je m'étais amusé il y a quelques années à regarder un petit peu la taille moyenne des nageurs de 50, 100, 200 mètres nage libre, notamment les médaillés olympiques aux Jeux de, de, alors de Londres, de Rio, Tokyo, alors Tokyo, j'ai pas regardé, mais durant ces Olympiades-là, en gros, hein, chez les garçons, c'est 1,97 m hein, oui. en Ils moyenne. font pas 1,50 m, ouais, ça Ils c'est font pas clair. 1,50 m. Ouais. Donc, si on a des parents grands, c'est sûr que le jeune aura plus de chances d'être grand, quoi. Euh, et voilà. Et la taille compte pour beaucoup dans voilà, ces épreuves de sprint hein, en natation. Si on est d'un gabarit un petit peu moins élevé, en tout cas une taille plus faible, 1,80 m, 85, ben, c'est peut-être plus sur les nages simultanées, brasse, papillon, ou sur la nage en eau libre, hein, sur du 5, 10 km, 25 km par exemple. C'est des profils qu'on retrouve plus facilement, les tailles 1,80 m, 85 chez les garçons. Euh, Chez les filles, hein, je me rappelle, c'est à peu près 1,80 m, 1,79 m, 1,80 m pour les meilleures sprinteuses hein, sur 50, 100, 200. Donc la taille compte pour beaucoup. Euh, L'envergure par rapport à la taille, lorsqu'on a une envergure qui fait 7 ou 8 cm de plus que la taille, eh ben, ça facilite aussi les distances par cycle hein, de bras. On s'aperçoit aussi que quand on a une envergure très grande, c'est qu'on a un avant-bras très long, voilà, par rapport au bras, et que la longueur du pied, c'est la longueur de l'avant-bras. Alors Ah, ça va surprendre certains bien. auditeurs, mais amusez-vous à mettre votre pied sur votre avant-bras, c'est la même longueur. Donc ceux qui ont des grandes Ah, c'est envergures, bon à savoir. c'est ceux qui ont des grands avant-bras et donc des grands pieds. Voilà, vous prenez Michael Phelps, hein, c'est euh, c'est 2 mètres d'envergure, 1,93 m, vous voyez, il y a 7 cm de différence. Eh ben, il a des grands pieds, hein. C'est du 47 hein, de pointure. Hein, donc voilà. Donc Il n'y a plus besoin quand de palme. voilà, il a plus besoin de palme. Hein. Yann Thorpe, hein, c'est plus de 52, 53 de longueur de pied. Voilà, 2 mètres. Hein. Yann Thorpe, hein, champion du monde à 15 ans à Sydney en 2000, je crois. Bon, c'est des morphotypes qui sont bien particuliers, mais ce morphotype-là, il est déterminé génétiquement. Hmm. Et Voilà. est-ce qu'il y a une influence, je me suis pas renseigné sur le sujet, mais sur le plan métabolique, par exemple d'avoir des parents cyclistes, coureurs, nageurs ou dans des disciplines d'endurance, est-ce que ça donne des prédispositions métaboliques à l'enfant? Je sais pas, sur le taux mitochondrial ou autre. Ça a peut-être pas été étudié encore, hein, mais je sais pas si tu as des informations à ce sujet. Alors moi, je suis pas un expert en génétique, mais il me semble qu'il y a des études ouais, qui montrent cela. Donc il y a probablement une transmission par les gènes, voilà, d'une bonne VO2 max ou pas. Euh, et de ce que je sais, VO2 max serait en moyenne déterminé à hauteur de 80% génétiquement. Donc tout ça pour te dire que C'est on a énorme. quand même une bonne base voilà, génétique parmi nos qualités physiques. Hein. Donc
Euh, Donc, si vous voulez avoir des enfants, commencez de suite à faire du sport pour leur santé. c'est comme en vitesse, hein, la vitesse, la fréquence gestuelle, elle est déterminée génétiquement. Vous avez des jeunes qui ont une fréquence gestuelle naturelle qui est très très élevée, comme d'autres qui n'en ont pas. Donc il y a forcément une base génétique derrière tout ça, à la fois sur les facteurs physiques, sur les facteurs anthropométriques, voilà. Mm, Et du coup, ça impacte la biomécanique, hein, du mouvement et du geste. bien sûr. Et pour les professionnels qui doivent sélectionner des jeunes pour entrer dans des pôles, est-ce qu'on pourrait observer ou mesurer des critères de sélection pour essayer de déceler certains potentiels sportifs? Alors, c'est un peu compliqué parce que pour revenir à ta première question, hein, quand je te parlais de croissance et maturation, Mm. c'est deux processus. Et surtout, c'est pas deux états. C'est pas un état de croissance ou un état de maturation. C'est des processus dynamiques qui durent, qui durent dans le temps. Et tant que ces processus dynamiques durent, continuent d'évoluer, c'est compliqué de se dire, lui, tel ou tel, sera un champion futur. C'est ça le problème. Et C'est parce qu'on que, se base que sur un instant T, alors que si ça se trouve voilà, 2 mois après, il l'aura développé. exactement. Et tant qu'on est sur des processus dynamiques et qui ne sont pas terminés, c'est difficile de se prononcer et de savoir ce qu'il en sera plus tard. Par contre, par contre, sur des sports collectifs, par exemple, quand vous avez des jeunes dans un collectif qui sont capables, et là, c'est pas physique, hein, là, c'est purement cognitif, hein, c'est-à-dire quand vous avez des jeunes qui sont capables de se mettre à, à disposition ou au service d'un collectif, mais quand on regarde des jeunes, il y en a qui sont capables tout de suite d'être dans une dynamique collective, de se mettre au service du groupe, du collectif, comme d'autres qui n'ont pas du tout cette capacité-là. Donc, moi, c'est des éléments dans une sélection, par exemple, dans un pôle, qui vont compter dans un processus de sélection. Voilà. Un jeune qui est capable de se démarquer, qui est capable voilà, d'être rapide aussi. La vitesse aussi, bon, c'est quelque chose aussi qui est fortement génétiquement déterminé. Mais quelqu'un qui est un jeune qui est capable d'être rapide, de faire la différence au niveau vitesse, de prendre un intervalle, par exemple, voilà, de se démarquer. Bon, ça, c'est des qualités naturelles, hein, que les jeunes ont ou pas. Euh, voilà, il y a tous ces éléments-là, forcément, ça compte dans un processus de sélection, mais à condition, voilà, attention à construire les choses durablement dans le temps. Il faut voir les performances sur du long terme, surtout pas sur du court terme. Et donc, voilà, il faut pas être trop gourmand, trop vite, trop tôt, sans quoi on risque de brûler les ailes de nos jeunes. Et donc, et quand tu parlais de potentiel, on a tous un potentiel en nous. Les jeunes ont tous un potentiel. Maintenant, c'est comment on transforme le potentiel de chacun en résultat, en compétences, en résultats et en performance. Et en gros, la question, c'est comment, finalement, on exploite le potentiel, on le transforme, voilà, pour le rendre opérationnel le mieux possible. Voilà. On fait toujours la différence entre avoir un potentiel et être un potentiel. Et la question, c'est La voilà, tout, nuance est subtile, mais elle est importante. ouais, et c'est comment on transforme le potentiel qu'on a tous en nous. On a tous un potentiel. Et je crois que les jeunes aujourd'hui, quand on a un groupe en face de nous, la question, enfin, en tout cas, ce que l'on doit avoir à l'esprit, c'est qu'on a tous, ils ont tous un potentiel. Maintenant, c'est comment on va pouvoir l'exprimer le mieux possible. Comment on va pouvoir le transformer le mieux possible en résultats, compétences et performances. Voilà. Quel chemin on va prendre? Comment on va s'y prendre pour le transformer, l'exploiter au mieux? Voilà. Et la question est de savoir dans un groupe, c'est que tout à l'heure, tu posais la question de l'âge biologique, de l'âge relatif, de l'âge d'entraînement. Ben, c'est Mm. comment on individualise tout ça. Comment on calibre les allures, les intensités de travail. Ben, il va falloir passer par des tests de manière à pouvoir faire travailler tous nos jeunes, voilà, à la même intensité relative, en pourcentage de leur capacité maximale du moment. Ok. Tu vois, on parlait de VMA tout à l'heure, eh ben, on va peut-être faire des tests de VMA et puis on va faire courir nos jeunes à un pourcentage
de leur VMA. Et là, on est sûr de ne pas se tromper, parce que quel que soit l'âge relatif, quel que soit l'âge biologique, quel que soit l'âge d'entraînement, le sexe, si le jeune est obèse, normopondéré, diabétique, asthmatique à l'effort, peu importe, on a des tests de référence. Ces tests-là vont nous permettre de calibrer correctement les intensités de travail et permettre que tous nos jeunes puissent travailler équitablement. Voilà. Ok. Et ça permet quelque part d'exploiter au mieux le potentiel de chacun, de le transformer, voilà, le mieux possible vers un résultat et une performance. Ok. Alors, j'ai une question qui me vient. Pour revenir sur la partie du développement, du pic de vélocité de croissance, on a parlé du développement ostéo-articulaire, musculo-tendineux, nerveux, hormonal. Est-ce que tu as des tips concernant le développement cardiovasculaire? Comment réagit le cœur à l'effort pendant la croissance? Vis-à-vis du volume d'entraînement, hein, je pense notamment aux nageurs qui s'entraînent énormément en volume. Est-ce qu'il peut y avoir des pathologies cardiaques? Est-ce que, au contraire, c'est une bonne chose de faire beaucoup de travail aérobie sur cette période-là? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une très très bonne question aussi. En fait, en gros, il y a deux formes de travail. Il y a le travail plutôt continu, à intensité modérée. En gros, c'est l'endurance de base. Les Anglais parlent de MICT. MICT, c'est le Moderate Intensity Continuous Training. Et puis, tu as la deuxième forme de travail qui est le HIIT, c'est-à-dire en gros, le HIIT. Height, Intensity Interval Training. Exactement. Donc là, c'est de l'entraînement par intervalle, mais plutôt à haute intensité. Donc quand on fait du HIIT, on est généralement au-delà de 80%, on va dire, ouais, même 90% de la FC max. Mais on fait ça de manière intermittente. Et quand on fait du MICT, du travail continu intensité modérée, on est plus entre les 50 et 70% de la FC max. Alors, quand tu fais du travail continu intensité modérée, tu vas plutôt privilégier les adaptations au niveau musculaire. C'est-à-dire que tu vas pouvoir optimiser le métabolisme oxydatif au niveau musculaire, c'est-à-dire développer la densité mitochondriale, le fonctionnement mitochondrial, l'activité des enzymes oxydatives. Tu vas pouvoir peut-être transformer tes fibres intermédiaires, les 2A, en 1, en lente. Tu auras peut-être plus d'impact au niveau musculaire en faisant du travail continu mais qui dure, voilà, à intensité modérée. Et puis, tu as le HIIT. Le HIIT, lui, qui, voilà, on est sur des intensités beaucoup plus importantes. Et là, tu vas pouvoir stimuler beaucoup plus les aspects cardiaques, les facteurs cardiaques. Alors, autrement dit, tu vas pouvoir travailler plus en fréquence cardiaque. Tu vas pouvoir travailler plus le volume d'éjection systolique. Hein, tu sais, la capacité du cœur à expulser le sang par battement cardiaque, à chaque battement cardiaque. Tu vas pouvoir développer plus favorablement le débit cardiaque. Donc, plus impacter le cœur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeune, quand il est autour de sa puberté, hein, quand il est autour de son pic de croissance rapide, il faut savoir que tu as une baisse de la capacité oxydative musculaire. Le potentiel oxydatif du muscle de l'enfant, au moment de sa puberté et après, chute. Et en même temps, au niveau cardiaque, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on regarde la récupération cardiaque après l'effort, et bien le jeune pubère et post-pubère, il a beaucoup plus de mal à récupérer au niveau cardiaque après un effort maximal. C'est bon à savoir, ça. Comparé à un prépubère. Nous, on l'a mesuré plusieurs fois, on a publié là-dessus, et on s'aperçoit que la récupération cardiaque après l'effort intensif est plus compliquée chez l'adolescent par rapport à l'enfant prépubère, et plus compliquée chez l'adolescent par rapport à plus compliqué chez l'adulte par rapport à l'enfant. Donc en fait, ça chute, la récupération chute avec l'âge. Et donc, tout ça pour dire que je pense qu'il faut avoir une double approche. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux enfants de faire du MICT, du travail continu d'intensité modérée, justement pour essayer de préserver le potentiel oxydatif au niveau musculaire, de faciliter la récupération musculaire après tout type d'effort.
mais en même temps, il faut faire du HIIT pour justement préserver la récupération cardiaque après l'effort, quand le jeune va grandir. Donc, il faut avoir une approche mixte, à la fois du continu, intensité modérée, et du HIIT, c'est-à-dire entraînement par intervalle à haute intensité. À condition, quand on va sur du HIIT, à condition d'avoir quand même une base minimale en MICT, c'est-à-dire en capacité aérobie. Parce que si le jeune n'est pas capable de tenir 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes sans s'arrêter, c'est compliqué de l'entraîner en HIIT, quoi. Ouais, il faut déjà avoir une base avant de commencer à essayer de développer de l'intensité. Exactement. Surtout quand tu demandes à faire du 30-30, par exemple. Quand tu demandes à faire du 30-30 à 100% de la VMA, il faut quand même une base aérobie derrière. Quand tu fais du 10-10, ou du 15-15, ou du 20-20, sur vraiment du court, 10 secondes de cours, 10 secondes de pause, tu fais ça 10 fois, par exemple, là, tu peux te permettre d'être au-delà de 100% de la VMA, entre 100% et 130% de la VMA. Là, quand on fait du court, éventuellement, si le jeune n'a pas une bonne base aérobie, c'est pas très grave. Mais quand tu commences à rentrer un petit peu dans du long, en HIIT, bah, il faut quand même un petit peu de base aérobie. Voilà. Ouais, donc, voilà. Mais en tout cas, il faut quand même avoir une approche qui combine les deux, HIIT et MICT. Voilà, si tu veux vraiment développer correctement l'aérobie chez les jeunes, à la fois de la puissance par du HIIT et de la capacité par du MICT. Ok. Et dans l'aspect un peu plus pratique, dans la construction des séances, qu'est-ce que tu recommanderais de faire à l'échauffement chez les jeunes? Alors déjà, de la mobilité. Il faut la mobilité, on n'y pense jamais tout de suite. Pour lutter contre les raideurs liées à la croissance, justement. Ouais, exactement. Quand on a des jeunes qui prennent vite en taille, où le système musculo-tendineux se met en tension, et en plus, chez les garçons, 2 ans après le pic de taille, on a l'hypertrophie, hein, donc tout devient raide, hein, donc il faut réassouplir en fait le système musculo-tendineux. La mobilité, elle est un petit peu plus faible, hein, niveau articulaire, hein, donc il faut faire de la mobilité chez les hommes. Je pense qu'il faut faire du travail de mobilité, ramper sur le dos, sur le ventre. Après, il y a des tas d'exercices de mobilité qu'on peut retrouver un peu partout. Et après, une fois que la mobilité c'est une manière aussi de d'échauffer progressivement, tranquillement, de s'éveiller. Et puis après, on rentre un petit peu dans des choses un petit peu plus dynamiques pour augmenter la température corporelle, augmenter la température musculaire, augmenter la température de la synovie au niveau articulaire pour lubrifier plus favorablement les articulations, pour faciliter aussi le transport de l'oxygène au niveau sanguin, parce que en physiologie, il y a la courbe, la fameuse courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine, que personne ne parle alors que c'est hyper fondamental. C'est quand tu montes en température, tu as l'effet Haldane. Et cet effet-là, en fait, te permet, quand tu chauffes le sang au niveau musculaire, ça te permet de délivrer plus facilement l'oxygène au niveau musculaire. Tu as une vasodilatation. Ouais, il y a une perfusion qui se fait plus facilement. En tout cas, il y a une livraison de l'oxygène au niveau musculaire, du sang vers le muscle qui se fait plus facilement. Et donc, si l'oxygène est plus facilement amené au niveau musculaire, le métabolisme oxydatif est plus, fonctionne beaucoup mieux. Donc ça, c'est l'effet Haldane, c'est l'effet température sur cette fameuse courbe de dissociation d'oxyhémoglobine. Il y a l'effet pH aussi, quand on baisse un petit peu le pH, quand on rend le milieu un petit peu plus acide aussi, ça permet aussi de décaler la courbe de dissociation d'oxyhémoglobine vers la droite. Et ça veut dire que ça facilite aussi la livraison, la distribution de l'oxygène au niveau musculaire. Donc ça favorise le métabolisme oxydatif. Donc tout ça pour dire que on fait de la mobilité, on rentre dans une phase un peu plus dynamique, voilà, pour réchauffer, pour augmenter en température. Et puis après, il faut faire des accélérations ou des choses un petit peu plus explosives. Si le but de la séance, c'est d'aller vers de l'explosivité, il faut bien sûr y introduire des phases de vitesse, des sauts, des accélérations. Après, tout dépend du profil de la séance. Mais en tout cas, je pense que la mobilité plus en échauffement dynamique pour augmenter en température, c'est fondamental à toute forme
de discipline. d'échauffement. Et après, on rentre dans le spécifique avec toujours la loi de la progressivité. Voilà. Et alors, je vais pas te retarder beaucoup plus longtemps. Je finis juste avec une dernière question concernant la motivation. Est-ce que tu aurais des tips pour réussir à maintenir l'aspect motivationnel chez les jeunes? Alors, il faut le plaisir, du jeu. Ne jamais oublier que les jeunes sont là pour jouer, d'abord. Et quand vous vous adressez à des jeunes, ne parlez pas de footballeurs, de basketteurs, de volleyeurs, de handballeurs. Parlez de joueurs de foot, de joueurs de basket, de joueurs de volley, de joueurs de hand. Ce sont des joueurs avant tout. Ils viennent là pour jouer avant de rentrer dans l'activité en elle-même. Donc ça c'est important, la manière de dire les choses. On s'adresse à des joueurs de foot, de hand, etc. Donc dans ce terme joueur, il y a jouer. Donc qui dit jouer, qui dit plaisir. Ça c'est voilà. Ensuite il y a le groupe, il y a le collectif qui est fondamental. Un jeune il va rester s'il est dans un bon groupe où l'atmosphère, l'ambiance est plutôt correcte. La relation entre l'entraîneur et l'entraîné est fondamentale. Il faut considérer les jeunes comme ils sont. Il faut les mettre en confiance. Il faut qu'il y ait des progrès aussi dans ce qu'ils font. Parce que s'il y a toujours échec, il y a peut-être à un moment donné abandon. Le progrès, c'est fondamental. Alors, c'est pas forcément un progrès en termes de performance. C'est pas peut-être un meilleur chrono ou une meilleure hauteur de barre, etc. Ça peut être aussi le progrès dans la manière de réaliser les choses. On revient sur le travail qualitatif. Donc, il faut expliquer aux jeunes que le progrès, c'est pas forcément la performance chronométrique. Le progrès, c'est aussi peut-être la manière de faire les choses. Voilà, il faut leur expliquer. Quand il y a échec aussi, il faudra expliquer pourquoi il y a échec, pourquoi il n'y a pas eu de progression en termes de chrono ou de hauteur franchie. Amener du sens. Ouais, donner du sens à l'activité chez eux. Donc ça, c'est important, ouais, le progrès, l'explication, et puis il faut toujours discuter, expliquer les choses, leur dire pourquoi c'est mieux de faire ça et pas ça, etc. Donc il faut être dans les champs, dans la discussion, dans la construction. Et puis aussi, il faut expliquer peut-être à des jeunes que il y en a qui sont peut-être à maturité tardive, d'autres à maturité précoce, d'où la nécessité, voilà, de faire des tests d'estimation de leur pic de croissance. Parce que quand on a des jeunes qui sont à maturité tardive, ils vont performer forcément plus tard. Donc au départ, ces jeunes-là font pas de podium, d'autres en font. Donc il faut peut-être leur expliquer que ouais, mais bon, voilà, ça viendra pas lâcher à ce moment-là. Ouais, faut pas lâcher, ça viendra après. Ou bien il faut essayer de faire des podiums. Ça commence à exister dans le milieu du ski, des podiums qui sont faits en fonction du niveau de maturité des jeunes. Voilà. Donc on estime leur pic de croissance et en fonction de leur pic, de là où ils se situent, on fait des catégories de niveau, on fait des catégories de maturation. Et on fait il y a des comités qui font des podiums par rapport au niveau de maturité des enfants. Donc voilà. Et puis peut-être que quand on a des catégories de 2 ans, comme elles existent dans pas mal de fédés, entre celui qui est né le 1er janvier de la première année et celui qui est né le 31 décembre de la deuxième année, il y a 2 ans d'écart. Et 2 ans, c'est beaucoup. Et donc peut-être qu'il faudrait faire des podiums par année d'âge, c'est-à-dire minime première année, minime deuxième année, et ainsi de suite. Ça coûte rien, peut-être plus de médailles à la sortie, mais c'est pas grand-chose. C'est peut-être une manière, de fidéliser, d'encourager les jeunes et de pas se décourager. C'est clair. Donc, ce serait plus juste, voire même par âge relatif. Ouais, il faudrait simplement prendre en considération ces choses-là, et ça permettrait peut-être de faciliter l'engagement des jeunes dans leur pratique. Ok. Alors, je rappelle que tu es aussi enseignant chercheur à Clermont-Auvergne. Oui. Pour tous ceux qui souhaitent accroître
leurs connaissances quand on parle de préparation chez le jeune sportif. Est-ce que tu aurais des formations ou des lectures à recommander? Alors, des lectures, il y a beaucoup de lectures en langue anglaise. Alors, il faut aller sur les moteurs de recherche qu'on appelle PubMed, mais c'est très scientifique, hein. Il faut faire le tri dans ce qu'on trouve, même si c'est validé scientifiquement. Faire attention, c'est pas parce que c'est publié que c'est La mieux. validité des journaux. Voilà, il y a des journaux, voilà. Donc, faut être méfiant, mais sur des ouvrages en langue française, bon, tu as présenté ce que j'avais écrit en 2018. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire une deuxième édition pour mettre à jour certaines connaissances, hein. C'est un de mes objectifs. Je recommande aussi un excellent ouvrage qui existe, un ouvrage qui a été écrit par Thierry Blancon, avec qui je travaille sur l'INSEP, et qui traite de la pliométrie et du développement des développement des qualités neuromotrices chez les jeunes. Et donc, c'est un excellent ouvrage que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui est vraiment... Alors, je pourrais te donner la référence, j'ai pas la référence sous les yeux, mais c'est un excellent ouvrage qui est très très bien vulgarisé avec comment on appelle ça là, on peut scanner et tomber sur des QR codes. Des QR codes, voilà, pardon, et on peut scanner et puis avoir des vidéos comme ça à l'appui de démonstration. L'ouvrage est top pour ça. Donc je recommande fortement parce qu'il est très très bon. Et puis après sur les formations, il existe, nous on propose un DU en préparation physique à Clermont-Ferrand par exemple. Moi je suis responsable du MUE sur la préparation physique chez l'enfant, donc c'est possible de venir se former. À l'INSEP, on a aussi créé un CCS, un certificat complémentaire de spécialisation sur la formation de jeunes sportifs aussi, qui existe depuis maintenant 1 an, qui marche très très bien. Et puis après, moi j'interviens sur pas mal de diplômes d'État, des DE, des DES à l'INSEP, dans les CREPS, etc. où là je parle aussi de l'enfant. Donc peut-être que je serai amené à croiser certains auditeurs à ce moment-là. En tout cas, parmi les ouvrages, ouais, il y a les deux dont le mien que j'ai écrit en 2018 dans lequel les auditeurs peuvent trouver des informations intéressantes. Ok. Tu as parlé de la volonté de faire une nouvelle édition, une mise à jour. Quels sont tes projets du moment? Si tu peux en parler. Ah ouais, alors ou tes sujets de recherche. Alors, au niveau recherche, donc toujours essayer de comprendre un petit peu les connaissances autour de l'enfant, comment les enfants répondent à l'effort au niveau physiologique, hein. Alors, sur un plan musculaire, sur un plan métabolique, sur un plan aussi perceptivo-cognitif, c'est d'avoir une approche très holistique des choses parce que quand on s'intéresse à une population, il faut aussi avoir une vue beaucoup plus large que la physiologie, que la psycho, etc. Il faut aussi avoir une approche très, très complémentaire, très, très croisée des choses. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la fatigue de l'enfant et sur la récupération de l'enfant, mais maintenant, je m'intéresse à beaucoup de sujets, mais de manière à avoir, une vue beaucoup plus globale et me permettre, peut-être, si je puis le faire, peut-être mieux transmettre ces connaissances-là auprès des milieux sportifs, éducatifs et médicaux. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, mon approche est beaucoup plus holistique aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, parce que ma porte d'entrée était uniquement sur la physiologie. Ok. Pour ceux qui souhaitent suivre un petit peu ton travail, tes recherches ou tes enseignements, quel est le meilleur moyen de suivre ce que tu fais? D'aller sur PubMed, PUBMED. Voilà, et puis de taper mon nom, hein, Ratel, R-A-T-E-L, mon initial avec le S de Sébastien, et puis Ratel S. En cliquant sur PubMed, les auditeurs pourront trouver
plus d'une centaine de publications scientifiques, quasiment uniquement sur l'enfant. Ok. Je crois que tu es sur ResearchGate aussi. Voilà, ResearchGate, et puis après, moi, je veux plus trop sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, le fait de pouvoir échanger avec toi et à travers ton podcast, j'apprécie beaucoup là, ce genre d'échange parce que je trouve que c'est plus bénéfique que d'aller sur des réseaux sociaux. C'est super constructif. Ouais. C'est clair. Et s'il y en a qui souhaitent te contacter, est-ce que tu veux que je laisse un lien particulier? Oui, bien sûr. Alors, les auditeurs peuvent me contacter à mon adresse email. Alors, sébastien.ratel, avec un seul T, sébastien.ratel, @uca.fr. Donc, c'est l'adresse uca.fr, c'est mon adresse universitaire. Donc, voilà que les auditeurs peuvent me contacter à tout moment. C'est assez réactif par mail. Je le mettrai dans la description de l'épisode. En tout cas, je tiens à te remercier. Tu nous as donné énormément d'informations super pertinentes, très intéressantes et d'actualité. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Je trouve que tes questions ont permis d'avoir une vue d'ensemble sur pas mal de choses. Donc, c'était très enrichissant. Merci. Et je te dis peut-être à bientôt sur le podcast. Ouais, ça marche, Kevin, avec plaisir. Ciao, ciao. Merci, à bientôt.